Qu'attendez-vous d'une adaptation? C'est une question importante pour moi et pour cette chaîne, et pourtant je n'ai pas une seule réponse à vous apporter, mais une multitude. Au cours de mes différents versus filmés jusqu'alors, je vous ai apporté une réponse différente à chaque fois. Que l'histoire soit la même, qu'elle change drastiquement pour s'adapter à son nouveau médium, que le sens reste le même ou juste me faire rêver. Chaque œuvre, chaque livre et chaque histoire introduit différentes thématiques et donc a des besoins bien différents en termes d'adaptation. L'épique ne se retranscrit pas de la même manière que les débats internes, la violence du romantique, la haine de l'amour. C'est un équilibre toujours très délicat, particulièrement quand le livre a une aura bien à lui, ce qui sera le cas de notre sujet du jour. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Je vous l'avais promis il y a déjà quelques temps, je sais, ça date déjà d'avril, que je parlerai d'un petit peu plus de la saga Takeshi Kovacs, plus connue sous le nom d'Altered Carbon, et aujourd'hui, c'est le moment. À l'origine, un roman britannique écrit par l'auteur Richard K. Morgan, publié pour la première fois en 2002, le livre a depuis été adapté par Netflix en 2018 et a connu un très grand succès. Compréhensible parce que même si très différente du livre, la série reste très intéressante à garder et palpitante. Et puis Netflix a un peu perdu le contrôle de sa création. Une seconde saison est sortie en 2020 qui ne suit en fait aucun des deux livres suivants, Broken Angels et Woken Furies. Et pourtant il y avait de quoi faire des saisons absolument fantastiques avec ces matériaux de base. Enfin, ouais si, un peu le dernier mais il faut quand même chercher. Face à l'accueil absolument désastreux de la part de l'audience, la troisième saison a été repoussée puis annulée, en tout cas pour le moment. Personnellement, j'ai même pas pu terminer la deuxième saison, c'est pour vous dire à quel point j'étais pas du tout dedans. Ouais, autant dire que c'est pas joli, surtout quand on évite une histoire absolument fantastique comme celle de Broken Angels, pour en sortir un Blooby-Boulga absolument... Pardon. Je sais, je m'égare. Aujourd'hui nous parlons d'Altered Carbon, alors c'est parti, voici l'histoire. Encore une fois, je ne parlerai que de la saison 1, la saison 2 n'étant basée sur aucun des livres. Peut-être que j'en parlerai dans un arrêt sur image, un jour. Faudrait déjà que je la finisse pour ça, mais c'est dans un coin de ma tête. Ok, alors même si la série suit relativement l'histoire du livre, il y a quand même des grosses différences, donc je parlerai quand même des deux séparément. Et comme d'habitude, commençons par le livre. Nous rencontrons notre héros, Takeshi Kovacs donc, et sa compagne, Sarah Sakilovska, au moment où ils se font arrêter, ou tuer dans le cas de Sarah, au cours d'une opération policière. Et Tak est condamné à une peine de stockage. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire, que le stockage? Ok, petite pause dans l'histoire. Dans le monde d'Altered Carbon, pratiquement toute la population possède une pile corticale à la base du cou et qui permet, en gros, de sauvegarder les informations de la personne et donc de ne pas mourir. Kovacs est réenveloppé, c'est-à-dire qu'on lui donne un nouveau corps, et renvoyé sur Terre. Pour quelle raison, vous allez me dire? Eh bien pour résoudre l'affaire Bancroft. Lawrence Bancroft est un homme riche et puissant, un Matt, comme on dit, un Mathusalem. Et ce cher Lawrence est mort de manière assez étrange. Mais la police conclut à un suicide, alors que lui-même est persuadé de ne pas s'être tué. Pourquoi embaucher un criminel, du coup, vous allez me dire? Eh bien parce que ce cher Tak est un non-voy. Un diplo, en français. Un diplo. Un militaire surentraîné dont les capacités sont reconnues et craintes à travers tout le protectorat. Tak découvre que ce cher Lawrence Bancroft est loin d'être un enfant de cœur. Il a notamment eu recours à plusieurs services de prostitution, dont de nombreux soins avec une personne nommée Elizabeth Elliot, depuis retrouvée morte. L'enquête embête visiblement pas mal de monde, dont la femme de Lawrence, Miriam Bancroft, qui tente de séduire Tak pour l'empêcher de continuer son enquête, et un assassin nommé Cadmin qui tente de le tuer plusieurs fois au cours de l'histoire. Capturé alors qu'il enquêtait sur le bordel dans lequel travaillait Elizabeth, il se fait torturer, mais s'échappe tout de même. Il travaille en tandem avec Ortega, l'enquêtrice qui avait travaillé sur le cas Bancroft. Il est blessé avec Ortega dans une série d'explosions et il est emmené par une femme nommée Trep à Raylene Kawahara, une matte à laquelle il a déjà eu affaire sur Arlan. Raylene lui demande d'arrêter son enquête, sous peine de quoi elle torturera Sarah qui est en stockage. Or, surprise, Tak apprend que le corps dans lequel il est réenveloppé est celui du compagnon décédé d'Ortega. Ce cher Elias Riker était également son partenaire à la crime
et ça explique pas mal leur attirance envers l'un et l'autre. Lui et Ortega fomentent un plan pour coincer Kawahara et créer une fausse idée de suicide pour Bancroft. Je vous laisserai bien sûr la surprise pour le dénouement parce que c'est vraiment bien trouvé. Tak s'en va à la fin de l'histoire, loin de la Terre, laissant à Ortega le corps de Riker. Ok, on a vu le livre, passons maintenant à la série qui est similaire mais pas tout à fait quand même. La trame du début est la même. Tak se fait réenvelopper pour aider Bancroft, il se fait capturer, torturer, et il est bien dans le corps de Riker. La mort d'Elizabeth Elliot est toujours louche, ok. Mais là où lui et Ortega se blessent dans une explosion, dans la série, ils se font secourir par une femme que Tak pensait morte depuis longtemps, Raylene, sa sœur. Oui, dans la série, le personnage de Raylene est devenu la sœur de Takeshi, qui aurait tué l'amour de la vie de Tak, Kelchrist Falconer, créatrice des piles corticales et leaduse du mouvement séparatiste et terroriste des Envoys / Diplo, qui ne sont donc plus les militaires de l'UN et du Protectorat, mais bien une bande dissidente. Je n'en ai pas parlé dans le livre car les deux sont assez anecdotiques, mais dans le montage du plan pour déjouer Raylene, Tak et Ortega se font aider par deux personnages, plus ou moins. Poe, l'IA de l'hôtel où Tak réside, et les parents d'Elizabeth Elliot, sa mère étant une sorte de hackeuse de l'espace. Idem, je ne dévoile pas la fin, sachez cependant qu'elle diffère du livre à bien des égards, et parfois sur des morceaux assez gros, notamment sur le sort de Lawrence Bancroft. Disons simplement qu'il s'en sort beaucoup mieux dans le livre. Quant à Kovacs, il part tenter de retrouver Kel, qui ne serait en fait pas morte. Vous voyez donc, nous sommes face à deux œuvres qui ont le même point de départ, mais dont le dénouement et le message est bien différent. Et encore une fois, ce n'est pas forcément un problème dû au changement de médium. Voyons en 5 points ce qui a changé. Kelchrist Falconer. Ok, attaquons direct dans le dur avec une des plus grosses erreurs de la série à mon goût. Qu'on s'entende, Tak n'a jamais rencontré Kelchrist Falconer. Jamais. Ever. Genre, vraiment jamais. Pourquoi, vous allez me dire, ne l'a-t-il jamais rencontré? Eh ben, parce qu'il se trouve que cette chère Kel est morte presque 300 ans avant la naissance de Takeshi. Ouais, 300 ans. C'est une légende, une personne qui a inventé le kélisme, une doctrine à laquelle souscrit Takeshi. En fait, dans ma tête, je pense qu'ils l'ont mélangé avec le personnage de Virginia Vidora, qui était le mentor de Takeshi et avec qui il a une aventure dans le 3e livre, Woken Furies. Même là, je suis pas forcément sûre de mon idée. Mais Kelchrist Falconer n'a jamais eu un grand impact dans la vie de Takeshi. Certes, il souscrit à sa philosophie, mais ça n'a jamais été un amour disparu, elle n'a jamais inspiré vraiment sa vie. Bref, il y a bien tout un délire autour d'elle dans le 3e tome, mais on ne parle jamais vraiment de Kel. À aucun point dans aucun des 3 livres. Raylene Kawahara. Un autre personnage si mal exploité dans la série. Encore une fois, on respire un coup. Raylene n'est pas la sœur de Takeshi, juste quelqu'un avec qui il est impliqué après son départ des Envoys, et qui lui met des bâtons dans les roues pendant son enquête. J'avoue avoir du mal à comprendre pourquoi il y avait besoin de rajouter du drama familial dans cette histoire déjà si fluffy et pleine de retournements. Je trouve personnellement que ça affaiblit l'histoire de rancœur entre Raylene et Takeshi, et enlève pas mal de la tension entre les deux personnages. Rajouter en plus qu'elle aurait tué Kel, qui n'est même pas dans le livre, et que Raylene n'a a priori jamais rencontré, est vraiment de trop, et juste là pour pousser Takeshi à ne pas avoir de doute quant à ses agissements. C'est vraiment dommage. Ortega. Ah, Ortega. Bon, on l'a tous aimé dans la série, je crois, même si le jeu de l'actrice laissait parfois un peu à désirer. Elle est cool, elle kick des culs, elle protège sa famille, et met en jeu son métier et sa vie pour aider et sauver Takeshi. Elle était aussi amoureuse de Riker et souffre de voir Tak dans le corps de celui qu'elle aime. J'avoue, c'est super beau et ça mène à beaucoup de questions très cool, dont j'avais parlé dans ma vidéo sur le transhumanisme. Ouais, en vrai, elle est loin d'être aussi utile dans le livre. On la voit assez peu au final, et ok, elle est super badass, et ils ont quand même une petite aventure ensemble. Surtout, on ne parle jamais ni de sa religion, ni de sa famille, deux points qui sont absolument centraux dans la série. Alors ok, dans la série, elle est utile pour présenter le problème avec les catholiques. En effet, les catholiques sont contre le réenveloppement et contre le principe de la pile. Donc ils n'ont pas de pile corticale, et donc ils sont plus sensibles d'être touchés par des crimes, comme des meurtres par exemple. Mais du coup, c'est pas du tout introduit de la même manière. Ortega en soi n'est jamais vraiment mise en danger, elle ne l'est que quand elle est avec Tak, mais sa famille ne l'est pas, comme dans la série par exemple. On ne suit jamais son point de vue, le livre est écrit du point de vue de Tak. Elle reste plus ou moins anecdotique et sert à introduire le monde de la Terre à Takeshi, lui expliquant le principe des maths, mais aussi qui est Bancroft, les Envoys. Ce que j'ai un peu du mal à comprendre dans la série, c'est tout le délire autour des Envoys. Déjà, ils ne sont pas du tout la même chose dans les deux œuvres. Dans la série, ils sont une sorte de groupe terroriste anti-technologie, des méchants oubliés depuis longtemps,
presque une vieille légende Sith en fait. Alors que dans les livres, eh ben les Envoys existent encore bel et bien, et Tak est loin d'être le dernier d'entre eux. Les Envoys sont des sortes de machines à tuer, des super soldats sous les ordres de l'UN, si dangereux qu'ils n'ont pas le droit de travailler pour le protectorat ou sur Terre. C'est vraiment dommage parce que ça retire toute une partie de la tension autour de Takeshi. En effet, dans la série, c'est le dernier des Envoys, et comme il est super fort, on sait que rien ne pourra jamais vraiment lui arriver. Dans le livre, on sait qu'il peut se trouver soit face à son égal, soit quelqu'un de plus fort que lui, et du coup, ça augmente vraiment la peur et la tension pour le personnage. En plus de ça, Takeshi ne connaît strictement rien à la Terre, et évolue dans un monde qu'il ne connaît absolument pas. C'est de toute façon bien plus vrai dans les 2 tomes suivants, où on explore un petit peu plus le passé de Tak et l'impact que celui-ci a sur lui. Et bien sûr, Takeshi. Parce que oui, le Tak de la série est aussi bien différent de celui du livre. Je l'ai mentionné, Takeshi est un envoy, un diplo, un soldat entraîné à tuer et à régler des conflits armés, comme sur la planète Sharia, conflit qui l'a poussé à quitter les envoys. Même si la série utilise le passé de Takeshi pour expliquer son côté taciturne et désabusé, le livre le fait de manière beaucoup plus appuyée et beaucoup plus sombre. De manière générale, bien que la série essaye d'avoir cette ambiance sombre et glauque, ça n'arrive pas à la cheville du livre en termes de violence et de lugubrité, et les débats intérieurs de Takeshi aident grandement à comprendre la souffrance du personnage. Alors du coup, dans la série, ils ont bien essayé de faire des flashbacks, d'où peut-être le détournement des personnages de Raylene et de Kel. Disons que Takeshi est un personnage somme toute assez simpliste et unilatéral dans la série, et que je trouve ils n'ont pas réussi à lui donner sa profondeur et sa complexité, malgré l'inclusion de 2 personnages de plus dans sa timeline. Je ne sais vraiment pas à quoi c'est dû, mais ça ne passe parfois pas du tout. Alors, plutôt mauvaise adaptation ou bon travail de la part de Netflix? Eh ben, un petit peu des deux. À bien des égards, ils ont fait un super boulot, parce que vraiment, le livre est un sacré morceau. Le monde d'Altered Carbon est vraiment complexe, et je ne suis pas rentrée dans le détail pour cette raison. Rien que le principe de pile corticale et d'enveloppe corporelle est super compliqué à expliquer visuellement dans une série, et pourtant il nous est présenté dès le début par Takeshi lui-même, et ça passe super bien. C'est bien sûr aidé par le fait que Takeshi découvre son environnement en même temps que nous, évidemment, mais on est aussi constamment renvoyé vers ses souvenirs sur Arlan ou sur Sharia, ou vers d'autres personnages comme Kel ou Vidora dans le livre. Et si en plus par-dessus on rajoute les manigances de Bancroft et de Raylene, mais aussi le lien entre Ortega et Riker, les catholiques, etc., ça fait quand même beaucoup. Trop, peut-être. Altered Carbon, c'était un projet vraiment sombre et ambitieux pour Netflix, parce qu'il a vraiment une aura particulière. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai pas vraiment retrouvé cette ambiance violente et glauque dans la série. N'allez pas me dire ce que je n'ai pas dit, les décors sont absolument fantastiques, la musique est grandiose, et les jeux de lumière sont super bien foutus. Mais ça tient à beaucoup plus que ça. Et en fait, il manque quelque chose. Et ce que montre Altered Carbon, pour moi, c'est qu'adapter une histoire, c'est bien plus qu'adapter simplement une histoire. Beaucoup de dialogues, par exemple, sont presque trait pour trait ceux du livre. Et pourtant, on ne retrouve pas la flamme d'Altered Carbon dans la série Netflix. Alors à quoi ça tient? Ça ne vient pas de l'histoire, ça ne vient pas des dialogues, et ça ne vient pas des acteurs, qui sont tous super bons, celui qui joue Takeshi en tête. D'où est-ce que ça vient, ce fait qu'on ne retrouve pas Altered Carbon dans Altered Carbon? Et pour être honnête, je crois que je n'ai pas vraiment de réponse. J'ai cherché très longtemps les différences entre Altered Carbon et la série qui auraient pu faire que je n'ai pas retrouvé cette espèce d'ambiance un peu bizarre dans la série. Parce que vraiment tout y est, entre les décors et la lumière, c'est un travail absolument grandiose qui a été fait par les équipes de Netflix. Et pourtant, ça ne va pas. Parfois, je crois qu'il faut juste se rendre à l'évidence. L'appréciation d'une œuvre, quel que soit le médium, vient aussi de quelque chose de très personnel. Et on ne peut pas toujours expliquer pourquoi est-ce qu'on apprécie ou pas une œuvre. Ici, tout a l'air parfait pour moi, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne retrouve pas cette ambiance aussi violente et malsaine dans la série. Peut-être que c'était aussi un des désirs de Netflix, de l'avoir fait un petit peu plus grand public pour toucher un public plus large. Allez savoir. Au final, est-ce que j'ai aimé la série Altered Carbon? Oui, je suis vraiment rentrée dans la première saison. L'histoire, quand on y pense, est assez peu changée, en tout cas pas sur les grandes lignes. Le principal y est. Mais c'est vraiment avec cette série que je me suis rendu compte que parfois, il faut juste se laisser prendre au jeu. Je ne retrouverai après tout jamais les déambulations internes et les conflits intérieurs de Takeshi dans la série, c'est évident. Mais c'est ça qui rend aussi le livre aussi triste et aussi sombre. Au final, Altered Carbon de Netflix a été une excellente leçon pour moi. Il m'a appris à laisser de côté mes attentes dues au livre et à me laisser aller dans un nouvel univers. Et ça, je pense que c'est plutôt pas mal.
Merci à tous d'avoir suivi ce petit versus sur Altered Carbon. Vous le savez maintenant, je pense, Altered Carbon, c'est juste une de mes séries de livres préférées. J'adore la trilogie Takeshi Kovacs. Richard Morgan, c'est pour moi un des meilleurs auteurs contemporains de SF. Et franchement, je suis super contente d'avoir pu vous en parler. Je pense qu'un jour, je ferai carrément un épisode de page entièrement dédié à cette trilogie, mais d'abord, j'avais envie de parler de la série, parce que mine de rien, quand on parle d'Altered Carbon, on parle plus souvent de la série que des livres, donc ça, c'est mis de côté, et un jour peut-être, je reviendrai parler des livres un petit peu plus avant. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous si vous voulez que je parle d'un livre, d'une série, d'un film. Vos suggestions sont toujours les bienvenues. Je vous retrouve sur Twitter et Instagram et bien sûr sur YouTube.